aujourd'hui. On va célébrer le 20e anniversaire des éditions de La Fabrique avec Éric Hazan qui est là. Et puis on va fêter, enfin, on pourrait fêter les 10 ans aussi de Libertalia. Libertalia, c'était l'année dernière avec Nicolas Nolito qui est là. On parlera des petits. Vous savez, il y a un gars qui s'appelait David, il était tout petit, et puis finalement, il a niqué le géant. Et on parlera aussi des moustiques. Ces gens-là sont des moustiques, si vous voulez. Mais si vous pensez à ce que peut faire un moustique, c'est-à-dire piquer le nez du conducteur, ça peut balancer le quart de CRS dans le ravin. En tous les cas, c'est ton but avec La Fabrique. Oui, oh, il ne faut pas être mégalo non plus. Hein. Non, mais c'est ton but, c'est pas forcément ce que tu as réussi à faire. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est le but. Le but de La Fabrique, c'est quand même de subvertir l'ordre existant. Tous les livres de La Fabrique sont ou devraient être des armes. Dans la mesure de nos moyens, on essaye que nos livres soient des livres subversifs. Je voudrais bien qu'on parle des tout petits éditeurs. Parce qu'après tout, vous êtes, quoi, tu sors 12 bouquins par an. Oui, 10, 12, 14. 12. Et toi? Une petite vingtaine. Voilà. Albin Michel en sort combien? Ça, mais par semaine. Quels sont les bouquins qui, dans les 20 dernières années, resteront probablement? T'en as au moins un qui restera pour ce qui te concerne. Lequel? Bah, écoute, le bouquin que tu as fait avec le Comité Invisible. Oui. Oui, tu crois que l'insurrection qui vient... Les 3 livres qu'on a fait avec le Comité Invisible, je pense qu'ils sont dans les sacs à dos de toute la jeunesse et pour un moment. Ouais. L'insurrection qui vient, À nos amis et Maintenant. Ouais. Je pense que ce sont des livres qui ont à la fois reflété et marqué leur époque. C'est pas mal quand même, hein? Oui, oui. C'est ce que tu voulais quand tu as commencé? Ah, je me rappelle plus. Si, mais tu te souviens quand même des grands axes quand tu as créé la maison d'édition, avec les premiers titres, donc le titre de Brossa sur la prison, contre la prison, Édouard Saïd, l'égalité ou rien, Israël-Palestine, déjà la place de la littérature, la place de Paris, la place du 19e siècle. Donc tu savais à peu près où tu allais. Est-ce que je savais vraiment où j'allais? Ou est-ce que c'est un ensemble de rencontres et d'amitié et de hasard, et la cohérence que les plus bienveillants voient aujourd'hui dans notre catalogue, elle n'était pas dans ma tête au départ. Non, certainement pas. Pas du tout. Tu savais ce que tu voulais plus, tu savais pas forcément ce que tu voulais. Oui. Nicolas, vous, au niveau de Libertalia, vous, ça fait que 10 ans que vous existez, 11 maintenant, c'est ça? Oui, exactement. Vous vous êtes inspiré de La Fabrique ou non? Vous aviez votre projet à vous? Au départ, tout à fait sincèrement, non. On a d'abord et avant tout été influencé par une petite maison d'édition montreuilloise qui s'appelle l'Insomniaque, une maison très libertaire, mouvementiste, qui a publié des textes de prisonniers, des textes de pirates. Notre imaginaire, c'est plutôt celui-là, un imaginaire du 18e, des hérésies. Ensuite, ce qui nous a d'abord marqué au sein du catalogue de La Fabrique, c'est l'intérêt pour le livre papier. Et quelque chose qu'on partage absolument, parce qu'on ne partage pas tout, un intérêt profond pour le 19e siècle et les révolutions. Dans un bouquin que tu as publié, Éric, sur comment faire un livre. Pour aboutir à un livre. Pour aboutir à un livre. C'est une situation de Mallarmé, bien sûr. Bien sûr, tout le monde connaît Mallarmé. Quoi, le 19e, on est à la maison avec Éric, oui. Tu as tout un passage sur le choix des caractères, sur le papier, sur le brochage, sur la couleur de la couverture, etc. C'est quand même la belle ouvrage, hein, ton truc. Je pense que j'ai bénéficié du paquet d'années que j'ai passé comme éditeur d'art. Les éditions Hazan. J'ai quand même passé là-bas 17 ans. Et là, c'est un métier très technique. Où on est tout le temps dans le choix des papiers, on est tout le temps dans la technique de fabrication.
l'époque Maspero, les années 60, avant l'ordinateur, les livres étaient fabriqués un par un avec ciseaux, scotch. C'était un travail encore bien plus artisanal qu'aujourd'hui. C'est un métier où tout est imparfait et où tout pousse à la perfection. Il existe une véritable technique, une technique qui est devenue un véritable art qui s'appelle la typographie, qui est mûrie depuis 600 ans, et en fait on n'arrive jamais à la perfection typographique, on n'arrive jamais à la perfection éditoriale, de la même manière qu'on n'arrive pas à cette perfection typographique. On n'arrive jamais à faire le livre parfait sur le sujet qu'on voudrait traiter, on n'arrive jamais à faire ce livre parfaitement. Un livre sort toujours avec ses imperfections et ses scories, et le contentement, il dure quelquefois une demi-minute quand le livre sort des presses, et puis ensuite on s'aperçoit déjà des coquilles qu'il y a dedans. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre les lettres d'engueulade de l'auteur. Il nous a engueulé quand le bouquin ne sortait pas, donc maintenant que le bouquin est sorti, il devrait nous engueuler parce qu'il est mal sorti. Maspero, c'est quelqu'un pour qui les mots ont un sens. Ça paraît bizarre à dire d'un éditeur, mais c'est ça. Les mots ont un sens, les livres ont un sens. Votre boulot d'éditeur, il y a le côté artisanal, mais il y a aussi ce putain de côté commercial. C'est-à-dire que tous les deux, vous êtes des chefs d'entreprise, avec des entreprises, que vous le vouliez ou non, qui ont des logiques entrepreneuriales. Donc, ce bouquin-là, on va le faire parce que ça va marcher. Hein, il y a donc une logique commerciale. Non. Je veux dire, un livre qu'on dit on va le faire parce qu'il va marcher, non. Je dirais non. On va le faire parce qu'on l'aime, et en plus, il a des chances. Mais je dirais l'idée qu'on va se renflouer en faisant des bouquins qui vont plaire, qui vont marcher. D'abord, c'est pas du tout dans nos idées, et ensuite, ça marche pas. Comme disait Jérôme Lindon, il n'y a rien de plus triste qu'un best-seller qui se vend pas. Non, ça se fabrique pas, ça. Tu parles de Lindon. C'est qui vos... ma question vaut aussi pour Nicolas. C'est qui vos références d'éditeurs? On vient d'évoquer Maspero, tu viens d'évoquer Lindon. Formidable. Ouais, parle-moi d'autres éditeurs qui font référence. Moi, je me souviens de la boutique de José Corti qui donnait sur le Luxembourg. C'est encore, mais elle s'est transformée en librairie des éditeurs. Donc ça n'est plus la librairie Corti. C'est plus la librairie Corti. Même s'il y a une partie du fonds Corti. On a parlé tout à l'heure de Maspero. Moi, c'est évidemment un éditeur qui m'a influencé à tel point que je me suis mis à collectionner les petits Maspero. Je lance un appel, il m'en manque 26 sur 278. La Fabrique a réédité un texte de la petite collection Maspero qui est difficile à trouver, qui n'est plus disponible chez la Fabrique en ce moment. C'est le Walter Benjamin sur Brecht. Il faut absolument le refaire, Eric. Quelles sont nos références d'éditeurs ? D'abord, ça renvoie à une tradition ancienne qui était celle du libraire, éditeur, imprimeur. On a parlé de Corti. Corti, il était à la fois libraire et éditeur. On pouvait le trouver, il le raconte dans ses mémoires, dès le matin, dès 5 ou 6 heures du matin, dans sa boutique. À l'aube, il pouvait travailler, lire les manuscrits. Ensuite, il était facilement atteignable. On pouvait aller le voir, discuter avec lui. « Bonjour, monsieur Corti, j'ai un manuscrit à vous proposer. » C'est un peu comme ça qu'il a rencontré Gracq. Maspero, lui, a été très influencé par Guy Lévis-Manot, qui est un éditeur de poésie des années 30, qui imprimait, par exemple, René Char sur ses propres presses et qui les commercialisait. Donc il était à la fois imprimeur, libraire, éditeur. Moi, j'ai été marqué par... Mais a posteriori, c'est une construction a posteriori, puisque j'ai commencé l'édition avec d'autres, en faisant tout à l'envers. Tout ce qui est indiqué dans le livre d'Éric pour aboutir à un livre, on a fait le contraire. Voilà. C'est-à-dire Lui, il explique que quand on veut créer une maison d'édition, il faut réfléchir en amont, avoir un banquier complaisant, un prévisionnel. Il ne raconte pas que ça, bien entendu, mais nous, on a tout fait à l'envers. On a passé des années avant de contacter un comptable. On n'a pas été en règle pendant très longtemps. Il y a prescription aujourd'hui, on peut en parler. Mais on a vraiment tout construit à l'envers. On est parti d'une démarche très do it yourself. On fait des livres qui nous plaisent, avec des couvertures criardes pour se faire remarquer. Et finalement, on est un peu rentré dans le rang. Plus le temps passe, plus les couvertures sont fidèles à ce qu'on aime.
Parmi mes références, outre les éditeurs comme Maspero ou Guy Lévis-Mano ou Guégan, qui est un drôle de personnage mais qui a publié des textes intéressants, Marcel Asfeld, qui était l'éditeur libraire de la Librairie du Travail, donc d'une aile particulière de la CGT syndicaliste révolutionnaire de 1917 aux années 30. Et ensuite, moi, j'ai été aussi influencé par René Lefebvre et les éditions Spartacus des années 30 à nos jours. René Lefebvre est mort il y a une bonne trentaine d'années maintenant, mais la maison d'édition perpétue son activité. Ce qui est intéressant, au-delà de nos maisons d'édition, c'est la circulation des textes. Voir qui a pu éditer tel livre sur la Commune de 1876 à nos jours. Par exemple, 1876, je pense à l'histoire de la Commune de Lissa Garay, la première version qui aujourd'hui est disponible chez La Découverte, mais on voit que ça avait été réédité partiellement ou intégralement par Reader ou par la Librairie du Travail, par Spartacus, par Maspero, par La Fabrique, par Agone, par nous dans une certaine mesure aussi, voilà. Et puis on a pensé un peu à faire un peu de chansons, un peu de musique, avec Fred Alpi, et qui sort un bouquin formidable qui s'appelle 5 ans de métro, qui est justement chez Libertalia. C'est un hasard, hein, bien sûr, pur et simple. Et Fred raconte dans ce bouquin sa vie de chanteur de métro, par exemple. Alors c'est un peu fictionné, c'est excellent. Fred, c'est à toi. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée Potosqué, c'est aujourd'hui qu'il passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard quand la reine reviendra, ma parole nous on reviendra pas. Le jour de la paix, faites un Julot mon poteau. Je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on sert un Beaujolais vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà, j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite pelote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ce serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des verres. Ne t'obstine pas, sinon le prochain coup, ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là qu'on a trépassé le soir même et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous mettez les ivrognes à la porte, il va pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement. Voilà, Fred Alpi. Parlons de l'édition. Ça commence quand, ces éditeurs subversifs, ces éditeurs contre, ces éditeurs qui sortent des brûlots, qui sortent des textes révolutionnaires, ou des textes sur des révolutionnaires. Ça commence quand, cette histoire? Vers la moitié du 19e. Ah, pas avant? Avant, il n'y avait pas véritablement de grands éditeurs autres que Scolaire, Hachette, et quelques grands éditeurs littéraires, comme Gosselin par exemple,
qui, eux, faisaient assez régulièrement faillite. Les éditeurs de Balzac ont tous fait faillite l'un après l'autre. Parce que ça marchait pas? Il y avait beaucoup de raisons pour que ça marche pas, en particulier à partir du moment où les livres, les romans, sont parus en feuilleton. En 1835-36, il y a eu la naissance de la presse moderne. 2 journaux, La Presse et Le Siècle, qui étaient des journaux de grand format, avec de la pub, pas cher donc, des gros tirages, comme aujourd'hui, et un feuilleton, la suite au prochain numéro. Et les Belges, malins, les éditeurs pirates belges, quand Eugène Sue ou Dumas ou Balzac sortaient un livre en feuilleton, ils composaient le livre à mesure que les numéros des journaux sortaient, et il ne leur restait plus que le dernier. Quand il y avait écrit fin, il n'y avait plus qu'un numéro à composer, et ils sortaient le livre le lendemain. À des prix très bas, et ça coulait complètement l'édition française. L'édition française a connu une très très mauvaise période dans les années 1830-40. Et là, elle a été sauvée par un type qui était un ancien. La plupart des grands éditeurs de cette époque sont d'anciens grouillots, d'anciens colporteurs, enfin, ce n'est pas du tout des intellectuels. Un type qui s'appelait Charpentier, qui a lancé le livre de poche avant la lettre. C'est-à-dire, ces bouquins, il les tirait à 50 000 au lieu de les tirer à 2 000. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, s'est tiré à 2 000. Et il ne les a pas vendus dans la semaine. Hein. Alors que lui, il tirait à 50 000 et il vendait 3 francs, ce qui en coûtait normalement 15. Donc il a coulé les pirates belges et ça a relancé l'édition française. Et c'est à ce moment-là que sont apparus les éditeurs dont tu parles, qui publiaient difficilement, parce que la censure était évidemment très très présente, qui publiaient difficilement des textes politiques subversifs. En vous écoutant tous les deux, je me dis que les mouvements socialistes au sens fondamental du terme, ou le mouvement communiste, là aussi au sens fondamental, ou le mouvement libertaire, doivent beaucoup aux livres. Aujourd'hui, je suis sûr que dans les milieux, vous allez me corriger, mais je suis sûr que les meilleurs lecteurs dans ce pays sont les libertaires. Je ne me revendique pas du tout de ce mot. De mot libertaire? Oui. Je me revendique d'aucun mot d'ailleurs. Mais libertaire... Il va bien, tu vois, il est en bonne santé. Non, il y a chez les libertaires, il y a toute une branche avec laquelle je suis en total désaccord. Je trouve qu'il y a le côté un peu bas de plafond des anarchistes classiques. Bon, c'est à toi, Nicolas, là. Bas de plafond. Non, pas lui. Je ne sais pas ce que veut dire bas de plafond chez les anarchistes classiques. Nicolas, son plafond est très haut. Non, mais je n'ai aucune idée de ce que signifie cette définition. Ce que je sais sur l'édition, et là je contourne, ouais. C'est qu'au sein du mouvement ouvrier, on lisait évidemment des livres et des brochures. La différence entre aujourd'hui et il y a un siècle, par exemple, c'est qu'il n'y a quasiment plus de maisons d'édition affiliées à des institutions politiques, au sens de partis ou d'églises. Avant, il y avait des éditions du Parti communiste. Aujourd'hui, il y a des éditions qui gravitent autour du Parti communiste. Avant, il y avait des éditions de la SFIO. Il n'y a plus d'éditions de la SFIO, il y a des éditions proches de ce qui reste du Parti socialiste. Avant, il y avait des maisons d'édition proches de certaines églises. Ouais. Églises protestantes, églises catholiques. D'ailleurs, si on s'intéresse... presse. Oui, il y avait la presse, bien sûr. Oui, le Seuil, qui est un modèle intéressant. Mais si on s'intéresse à l'édition de jeunesse en particulier, elle a été tenue, entre guillemets, par 2 courants, le courant communiste et le courant chrétien. Certaines maisons chrétiennes s'étant créées, par exemple catholiques, dans les Cévennes, au nom de l'opposition aux protestants. Voilà. En jeunesse, l'une des plus belles maisons d'édition aujourd'hui engagées et s'adressant
aux enfants, à leurs parents, à leurs grands-parents, c'est Rue du Monde. Rue du Monde, c'est un héritier des éditions La Farandole, qui était une très belle maison d'édition du Parti communiste. La seule structure qui n'est pas véritablement fait faillite au sein des éditions communistes, c'est La Farandole, édition jeunesse. C'est tout ce qui rapportait de l'argent. Le reste, les textes de Marx et Engels, ça se vendait pas si bien que ça. Mais on doit, puisqu'on parlait des militants, au-delà des libertaires, si on parle des militants, oui, il y a une tradition de lecture chez les militants avec toutes ces collections successives de classiques du peuple. Voilà. Oui, et nous, on aime bien cette idée de continuer à publier des classiques du peuple, à les convoquer le 19e. La Fabrique le fait, évidemment. Nous, on le fait aussi en allant retrouver des textes de Vallès, retrouver un peu plus tard des textes de Jack London, des textes de Traven, des textes d'écrivains révolutionnaires. Ouais. Voilà. Là, il y a un truc intéressant, une question que j'ai à vous poser à tous les deux. Et qui est ah oui mais vous parlez à des convaincus, hein, voilà quoi. Vous faites pleuvoir où c'est mouillé, c'est ce qu'on nous dit à nous, c'est ce qu'on nous a dit pendant 25 ans sur France Inter, c'est ce qu'on nous dit toujours aujourd'hui. Oui mais d'accord, vous prêchez à des convaincus. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de répondre quand on vous pose cette question-là, quand on vous fait cette observation, si toutefois on vous l'a fait? Je répondrai par un exemple. Je pense que les livres que nous avons publiés à la Fabrique, depuis 20 ans donc, ont joué un rôle important dans la manière dont les gens pas convaincus considèrent aujourd'hui la question palestinienne. Je pense que des livres comme Boire la mer à Gaza de Amiras, ouais, que nous avons publié vers 2002 par là, nous avons publié dans un premier temps beaucoup de livres sur la situation en Palestine et la situation en Israël, des livres écrits par des Israéliens, par des Palestiniens. Et je crois que ces livres ont eu un rôle de modification, je ne dirais pas de l'opinion publique, parce que je ne sais pas ce que c'est que l'opinion publique, mais disons, les gens qui lisent ont, à mon avis, on est là largement passé au-delà du cercle des convaincus d'avance. Et aujourd'hui, on a changé d'optique sur cette question palestinienne. Nous ne publions plus à la Fabrique de livres qui décrivent encore une fois de plus la situation, parce que ceux qui veulent la connaître la connaissent, et ceux qui ne veulent pas la connaître, tant pis pour eux. En revanche, nous essayons de publier des livres, pour employer un mot nettement hyperbolique, des livres programmatiques, des livres qui proposent, des livres qui font avancer. Comme par exemple Un État commun entre le Jourdain et la mer, ou les livres que nous avons publiés récemment sur le boycott intellectuel. Ce sont des livres qui sont des livres de combat, et ils créent quand même un débat qui va au-delà des simples convaincus. C'est difficile d'aller au-delà des convaincus. Nicolas ? Je suis pas tout à fait d'accord avec Eric sur l'analyse. Je serais un peu moins sombre que toi, en fait. Est-ce qu'on prêche des convaincus ? Des convaincus à quel moment ? En 2005, en 2006, en 2010, en 2016, en 2018 ? On a tous de très jeunes lecteurs. Oui, oui. Moi, je rencontre des tas de très jeunes lecteurs qui nous disent vous faites partie des maisons d'édition qui nous ont, entre guillemets, radicalisés. Donc, on ne prêche pas des convaincus quand on a des lecteurs de 17 ans. Oui, premièrement. Donc, ça fait partie de notre travail d'éducation populaire. Il ne faut pas oublier que tu es prof de français quand même. Oui, je suis toujours un peu prof de français. Je sens le prof qui revient là. Et qu'on a une collection pédagogique d'ailleurs, dédiée aux pédagogies alternatives. Donc, chaque génération militante se doit d'être accompagnée. C'est notre travail d'éditeur. On fait de l'éducation populaire. D'une certaine façon, c'est du moins la tradition, là encore, désolé d'employer ce mot, de l'édition critique. On critique depuis, je ne sais pas combien d'années maintenant, les médias. Il y a une critique des médias qui s'est installée, qui a toujours existé. Mais les critiques de la presse, ça a toujours existé. Mais depuis 95, en gros, pour simplifier, il y a une critique des médias par rapport à la fabrique de l'opinion. C'est là que se fabrique l'opinion, etc. Or, vous avez une influence considérable. Le livre a une influence considérable pour fabriquer l'opinion. Et c'est assez curieusement, vous n'êtes pas tellement attaqué. Je pense que si on faisait vraiment peur, ils nous attaqueraient. C'est déjà arrivé d'ailleurs qu'on soit attaqué. Par exemple, on nous a fait un procès pour incitation à la haine raciale
lorsque nous avons publié un livre d'un universitaire américain qui s'appelle Finkelstein, un livre qui s'appelait L'industrie de l'Holocauste, réflexion sur l'exploitation de la souffrance des Juifs. On a eu un procès, 17e chambre correctionnelle, qui nous a blanchi en première instance en appel. Mais quand même, de temps en temps, on est attaqué. Mais si on était vraiment dangereux, si on n'était pas si petit, je pense qu'on serait davantage attaqué. Enfin, pour l'insurrection qui vient, vous avez quand même été mis en cause. T'as passé quelques heures avec des amis policiers. Tu décris dans... Du renseignement. Voilà le principal élément à charge contre le groupe de Tarnac. Un simple livre dont Julien Coupat serait l'auteur. Le principal animateur est l'auteur d'une sorte de bréviaire de la lutte armée. Le livre explique comment bâtir un processus insurrectionnel, comment circuler librement dans le monde entier pour faire communiquer les foyers de conspiration, comment combattre la police. Car Julien Coupat et plusieurs des autres inculpés sont accusés d'appartenir au mouvement Black Bloc. Ces manifestants violents, vêtus de noir, qui recherchent l'affrontement avec les forces de l'ordre lors des grands sommets internationaux. Coupat aurait participé ici à Vichy début novembre à cette manifestation contre le sommet européen des politiques d'immigration. Des voitures qui brûlent en plein centre-ville, des affrontements entre jeunes de la mouvance anarchiste et forces de l'ordre. Les CRS qui reçoivent des projectiles répliquent au gaz lacrymogène. Et c'est même Julien Coupat en personne qui serait ici en train de tirer sur cette corde pour rompre le barrage des policiers. Plus accablant encore, l'insurrection qui vient encourage explicitement l'usage du sabotage, car il permet un minimum de risque dans l'action, un minimum de temps et un maximum de dommages, et les lignes TGV sont citées comme cible principale. Mais là, quand même, vous leur avez fait peur. Enfin, vous avez perturbé un peu, quand même. Vous êtes allé assez loin, là, dans le genre. C'est pas inoffensif, ce qui s'est passé là. Je pense que le juge d'instruction était un fada. Oui. Et finalement, il s'est rendu compte que le dossier était si faible, si vide, qu'il s'est dit, au fond, il n'y a que ce livre, L'insurrection qui vient, qui pourrait rendre ce dossier un peu consistant. Donc, l'intégralité du texte a été mise au dossier de l'instruction, ce qui est sans précédent. D'ailleurs, le jugement de relax qui a été récemment rendu rend bien compte de la totale vacuité du montage policier. C'est pas de la vacuité, c'est un montage. Cette affaire de Tarnac, disons, appelons-la comme ça, est un montage policier de A à Z. Une série de mensonges. Il y a eu des éléments de la police technique et scientifique, ce qui souligne une nouvelle fois l'importance que j'attache à ces techniques. Et puis, il y a eu des rapprochements qui ont été faits entre le fait que nous avions vu certaines de ces personnes dans des lieux proches de lieux de sabotage à des heures pouvant correspondre. Et donc, on a décidé effectivement qu'il y avait suffisamment d'éléments réunis pour que nous puissions procéder à cette opération. Enfin, c'est quand même quelque chose que vous avez mis en lumière, hein, le petit éditeur avec ses 12 bouquins par an, des petits gars là-bas, on ne sait pas où, à Tarnac, là, qui écrivent des trucs. Vous avez drôlement mis en lumière ce système, ce complot policier. Il faut bien employer le mot complot, là. Il ne faut pas nous donner trop de rôle. Hein. Je pense que... oui, mais enfin, c'est une petite victoire. On en a assez peu pour s'en féliciter de celle-là. Non, nous avons aidé les camarades dans leur lutte pour rétablir la vérité. Est-ce qu'on fait peur ? Eric considère que non. Moi, je pense qu'on a une visibilité, une audience largement supérieure symboliquement à ce qu'on pèse réellement, en chiffre d'affaires, en termes de livres publiés chaque année. Mais on s'inscrit là encore dans une histoire qui est celle de l'histoire intellectuelle. Et l'histoire intellectuelle est faite de conflictualité. On ne va pas attaquer les éditions La Fabrique ou les éditions Libertalia, puisque c'est s'attaquer d'une certaine façon à une histoire qui remonte à la Révolution française, à l'histoire de la liberté d'expression. C'est mettre en cause ce qui a pu être fait par d'autres
prédécesseurs, des historiens par exemple comme Vidal-Naquet, comme Vernant, des penseurs comme Foucault. On est quand même le pays de tous ces penseurs-là. C'était pas des penseurs de la République en marche. On utilise un support qui est un support noble, avec un langage relativement feutré. On dit pas boum dans ta tête, mais méchant patron, sauf quand c'est sous forme de fiction. Oui, ça peut vous arriver aussi, ça. Ça peut nous arriver, mais sous forme de fiction. Mais là, on dit que c'est du polar. Je voudrais dire un mot sur le rôle de l'éditeur. Parce que finalement, on a beaucoup parlé d'individus, on a beaucoup parlé de gens, on a beaucoup parlé de grands personnages, Maspero, Lindon, tout ça. Mais finalement, c'est quoi une maison d'édition? C'est une équipe. C'est pas un type très fort qui a tout dans la tête et qui fait travailler des exécutants. C'est pas comme ça que les choses se passent. Un bon éditeur, c'est un type qui a eu, à un moment donné, la lucidité ou la chance, ou les deux, de réunir une équipe qui va faire la maison. Comme d'ailleurs, en chirurgie, c'est pareil, dans ma vie précédente, un bon endroit pour se faire opérer, c'est pas là où il y a un grand chirurgien, c'est là où il y a une bonne équipe. C'est là où le chirurgien qui opère, il sait parfaitement qui fait le ménage dans la salle d'opération où il opère ses malades. C'est pas un type qui a des doigts de fée. Ça, c'est une blague. Oui, enfin, c'est quand même lui qui tient le bistouri. Oui, mais ça, c'est le plus simple. Bon, les amis, je vous remercie. Donc, vous avez compris, lisez les bouquins, sautez sur les bouquins de la Fabrique, évidemment, de Libertalia. Je vous remercie tous les deux. Et puis, on peut les applaudir quand même, nos camarades. My will is easy to decide, for there is nothing to divide. My king don't need to fuss and moan, must doesn't cling to a rolling stone. Don't moan, oh no, 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 don't moan, organize. My body, if I could choose, I would to ash it did reduce, and let the merry breezes blow my dust to where some flowers go. Don't mourn, oh no, don't mourn, oh no, woo! Don't mourn, oh no, don't mourn, oh no, don't mourn, oh no, 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 don't mourn, organize. Perhaps some fading flower then would come to life and bloom again. This is my last and final will. Good luck to all of you. Don't mourn, oh no, 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 don't mourn, organize. Don't mourn, oh no, don't mourn, oh no, woo! Don't mourn, oh no, don't mourn, oh no, don't mourn, oh no, 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 don't mourn, organize, organize. Bravo.